Non-violence, persuasion, grâce. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Salut les cinéphiles, bonjour à tous et bienvenue dans le Saloon et ce nouvel épisode de Flashback, l'émission qui revient sur une saga culte du cinéma qui fait l'actualité. Alors que sort dans les salles Rambo 5e du nom, intitulé Last Blood, on ne pouvait pas s'empêcher de revenir sur le béret vert le plus célèbre du cinéma. Oui, vous savez, celui dont la guerre du Vietnam n'était pas la guerre, ce grand traumatisé réincarné dans une montagne de muscles déchaînant sa violence à grands coups de mitraillette XXL, ce soldat qui suinte la testostérone et a marqué le cinéma d'action au fer rouge, et enfin ce personnage qui n'aurait jamais eu cette gloire s'il n'avait pas été incarné par le grand Sylvester Stallone, dont on est fan dans le salon, vous devez le savoir, qu'on se le dise. Bref, on va causer de Rambo, de ses origines et de ses 4 premiers films avec mes 2 invités, Charlotte Klinke. Salut Charlotte. Salut Alex. Salut Charlotte, voilà. Grande fan de Sylvester Stallone, c'est pour ça qu'on t'invite. Ah oui, j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Thomas Gerber, salut Thomas. Salut Alex. Thomas, grand fan de testostérone et de bagarre. C'est pour ça que tu viens. Oui, et c'est vrai que j'ai presque l'impression de faire une infidélité à Schwarzenegger qui, dans ma jeunesse, était mon idole et j'ai refusé pendant de très nombreuses années à regarder n'importe quel film de Sylvester Stallone en me disant non, quand on aime à ce point Arnold Schwarzenegger, on ne lui fait pas d'infidélité en regardant des Stallone ou des Bruce Willis. C'est pour ça que j'ai découvert Rambo sur le tard. Jusqu'au jour où tu t'es rendu compte qu'en fait, ils étaient potes. Ouais. Et là, tu l'as accepté dans ta vie, en fait. Voilà. Ouais, mais leur vie privée ne m'intéresse pas. C'était le culturisme que tu aimais, les muscles saillants, etc. C'est ça. C'était l'accent autrichien, en fait. Ah oui, d'accord, très bien. Alors, si vous êtes prêts, on met son bandeau sur la tête, on dégaine son couteau et on y va. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Rambo, c'est une saga culte dans les années 80 qui a marqué le cinéma d'action, la carrière de Sylvester Stallone et le cinéma tout court. Pourtant, tout comme la saga Rocky, Rambo est depuis considéré par l'opinion publique comme une série de films de beauf, violents, bas du front et à la moralité douteuse. On va essayer de démonter tous ces clichés en retraçant les 4 films. D'abord, First Blood, titre original du premier Rambo sorti en 1982. Sa suite, Rambo 2 en 85, Rambo 3 en 88 et enfin John Rambo sorti 20 ans plus tard, c'était en 2008. On commence tout de suite avec toi Charlotte, on parle de ce premier Rambo, sorti donc en 82, je l'ai dit, par Ted Kotcheff. La particularité quand même de ces films, c'est qu'ils sont tous les 4 réalisés par des réalisateurs différents. C'est Stallone qui réalisera le dernier, mais ce premier-là, c'est Ted Kotcheff, un cinéaste canadien, qui décide d'adapter en fait le roman de David Morrell, publié en 72, et qui propose le rôle à Stallone, parce que Stallone venait de cartonner avec Rocky, et il s'est dit, c'est parti, on lui donne le rôle. Juste quand tu dis le dernier sera réalisé par Stallone, en fait, là, tu parles du dernier comme si le 5 n'était pas sorti. Ah oui, pardon. Oui, c'est vrai, pardon. Mais on ferait mieux de l'oublier. Mais on en reparlera ensemble lundi prochain. Thomas, ça te va ? Très bien. Charlotte, Rambo, premier du nom. Donc, on a dans ce premier Rocky Stallone qui se présente en tant que John Rambo, qui arrive aux États-Unis avec l'habit des vétérans du Vietnam. Des bérets verts, ouais. En l'occurrence, béret vert, pas forcément. Enfin, il me semble que c'est une insigne. C'est le drapeau cousu sur ça. Voilà. Ouais. L'habit de visu, quand tu le rencontres, c'est l'habit du vétéran de la guerre du Vietnam. Là, le film sort en 1982. La guerre du Vietnam prend fin en 1975. Donc, on est à un retour des soldats en Amérique, un retour qui n'est pas forcément bien vu par la population, parce que non seulement on ne comprend pas vraiment ce qu'ont été faire les États-Unis au Vietnam, c'est une guerre qui a duré longtemps, qui a commencé en 1955, et c'est surtout une grande défaite pour les États-Unis. Bien sûr. Donc arrive John Rambo qui se promène, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais là n'est pas la question. Il déambule dans un village. C'est ça. À l'entrée d'un village en pleine nature, en fait, un village qui s'appelle Hope, qui n'est espoir en anglais, qui n'est pas sans signification, et qui est reçu par le shérif de la ville, qui je le dirai après, mais c'est très fin, je trouve, parce que quand on nous présente le shérif sort du commissariat, s'arrête un moment, regarde devant lui, et en fait, derrière, il y a un petit autocollant sur la porte
où il a écrit nous, en anglais, cure the common burglary, donc désolé pour mon anglais, mais nous soignons en quelque sorte. Tu t'en sors très bien, Charlotte. Nous prenons en main les petits vandalismes, quoi, le petit vandalisme, le vandalisme de bas étage. Et il dit bonjour à tout le monde. Voilà, c'est un shérif populaire qui maîtrise un peu sa population comme ça et qui va voir Rambo arriver et à la vue de son habit va directement le sortir de la ville. Il demandait qu'est-ce que tu fous là, quoi. Il ne veut pas qu'il s'arrête ici. Va s'en suivre une provocation du point de vue du shérif de la part de Rambo, une tentative quand même de s'arrêter dans cette ville de la part de Rambo, et va s'en suivre une espèce de guerre qui va s'envenimer et qui va tourner entre Rambo en chasse à l'homme en fait. Voilà. Entre Rambo et la police, et puis voilà. Rambo va retourner reclus dans la forêt, puisque c'est ici son élément, c'est là où il a appris en fait au Vietnam justement tous les codes en fait de l'armée, concernant là-bas, justement les codes, enfin ce retour du Vietnam, il faut savoir que tout soldat qui part faire la guerre, et ça a été dit après la guerre d'Algérie, c'est commun, un soldat ne revient jamais comme il était avant, c'est-à-dire il est muet, il a du mal à parler de son histoire, de ce qu'il a vécu, de son expérience. Et donc là, on retrouve toutes ces caractéristiques chez Rambo. Il parle très peu. C'est pareil que dans Rocky. C'est des personnages qui parlent très peu et qui est surtout couvert de cicatrices, qui a énormément de traumatisme suite à la guerre. Et donc, oui et non. En fait, je pense qu'il va plutôt être dans son élément dans la forêt, parce que dans la forêt, il n'y a pas de code. On a souvent dit de Rambo que quand il se retrouvait dans cette forêt, loin des hommes et de cette population qui veut le tuer, il se transformait en bête sauvage. Je suis pas totalement d'accord avec cette interprétation, parce que dans cette forêt, il a des réflexes, il a des habitudes, il est dans un environnement qu'il maîtrise, qu'il contrôle, qu'il a apprivoisé. Donc je dirais qu'il revient à un état primitif, mais à un état qui est le sien. Et puis quand on parlait des soldats qui revenaient de guerre, c'était des soldats qui avaient du mal à s'adapter à la vie civile. On leur a appris pendant des années, et là en l'occurrence pendant 20 ans, à agir en tant que soldat. On leur a appris des techniques. En plus, lui est béret vert, héros de guerre. Enfin, il ne sait faire que ça. Donc, avec énormément de difficultés à s'adapter à la vie civile. Et donc, dans cette forêt, il n'y aura aucun de ces codes. Il va juste mettre en pratique ce qu'il a appris. Il va mettre en pratique ce qu'on lui a appris. Alors, tu l'as dit, Thomas, Rocky 3 venait de sortir. Stallone se luisait un petit peu les pectoraux. Par contre, dans Rambo, c'est pas du tout le cas. On se retrouve beaucoup plus proche d'un drame intime et personnel, comme était Rocky, en fait. Et puis, on est loin, en fait, de cette image de gros film d'action un peu bourrin qui lui aura collé à la peau. Peut-être après, avec les autres épisodes dont on va parler. Mais celui-là, on est vraiment dans un drame, et je pense un drame important et pour Stallone et pour le cinéma américain, puisque c'est un des premiers films qui traite en fait du retour des soldats de la guerre du Vietnam. Et des problèmes de réinsertion. Exactement. Des vétérans dans la société civile américaine, ça c'est clair. Mais il y a déjà un élément qui est extrêmement révélateur pour moi, c'est le fait qu'en fait le titre original, c'est pas du tout Rambo. C'est-à-dire que Blood. Nous, on a cette image d'Épinal, effectivement, du mec avec le bandeau rouge dans les cheveux, avec les gros muscles et la grosse mitraillette, mais c'est une image qu'on va devoir en fait au deuxième film, à la suite. Alors que le premier, c'est un héros qui est beaucoup plus discret, qui ne montre pas ses pecs comme il le fera par la suite. Et le titre, c'est First Blood, c'est pas du tout Rambo. Donc, il n'y avait pas du tout l'idée à l'époque de lancer une nouvelle franchise. C'était pas l'idée de Ted Kotcheff, c'était pas l'idée du bouquin, c'était pas l'idée des scénaristes dont Stallone fait déjà partie sur le premier opus. L'idée était pas de faire une version militariste de Rocky et de lancer une nouvelle franchise pour Stallone. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans la première version du film, le personnage crevait à la fin. Et c'est Stallone qui a refusé ce montage dans lequel son personnage mourait. Il a dit non, je veux pas que le personnage meure, mais pas parce qu'il a envisagé des suites futures, mais tout simplement parce que le montage lui convenait pas et puis le destin lui semblait pas cohérent avec le personnage.
Et donc, il a décidé de. Il a tellement bien fait aussi, quoi. Il a bien fait parce que ça nous permet quand même d'avoir des. des suites. Des films qui suivent et pas que des bouses. Mais c'est-à-dire que oui, c'est pas du tout un film qui est pensé dans cet esprit-là, ni de va-t-en-guerre, ni de héros aux gros muscles. C'est un film qui est plutôt sensible, d'ailleurs qui se termine dans les larmes. Avec un monologue de Stallone qui est bouleversant, quoi. Qui chiale complètement parce que il constate que même chez lui, il est plus chez lui et puis qu'il est détruit par la guerre. Et comme tu l'as dit, c'est un des premiers films de grande envergure, on peut dire, américain, qui revient sur ce phénomène des stressés post-traumatiques soldats qui rentrent au pays puis qui savent pas quoi faire et puis surtout que là où leur pays ne fait rien non plus pour eux, parce qu'on sait que c'est un vrai problème social aux États-Unis, la réinsertion des vétérans, et Rambo est devenu un peu l'égérie de ces figures-là. Donc c'est un film qui est social à la base, c'est vraiment un drame politique social, et on va en parler, je pense, par la suite avec les autres films, mais il y a déjà cette idée d'une opposition à une figure d'autorité d'État qui est la police dans le premier film. Il y a la persécution qui est là, quoi. On parle vraiment de la persécution par l'État sur l'homme et sur l'ancien militaire. C'est ça, et donc toute la question du patriotisme et puis du rapport à l'État et aux autorités dans la saga Rambo va être extrêmement intéressante. Et dès le premier film, où on a cet homme qui est chassé, qui est refoulé par la police, qui est censé défendre les citoyens et être à la limite reconnaissant des sacrifices que les vétérans ont pu faire. Grand film, Charlotte, à part ça, ce premier Rambo, ça pose la saga, et puis honnêtement, c'est un des grands films, un des grands rôles de Stallone, et puis un des grands films aussi de Stallone, et son écriture n'y est pas pour rien non plus. Le fait qu'il ait réécrit cette fin de cette manière, le fait qu'il ait écrit son monologue lui-même comme ça, il y a plein de choses qui sonnent très très justes et qui sont assez bouleversantes, comme dans le premier Rocky. Oui, parce que je pense que Stallone, dans ses premiers pas, ça fait depuis longtemps qu'il tente de percer au cinéma à ce moment-là. Ouais. Il a percé avec Rocky, mais c'est toujours inspiré aussi de ce qu'il a vécu lui-même dans sa vie pour les réinjecter d'une autre façon dans ses films. Ça a été le cas avec Rocky, avec ce boxeur qui déambule dans les rues, rejeté également, qui s'intégrer à l'Amérique. Voilà, qui traite de tous ces rejets qu'il a vécu en tant qu'acteur et en tant que réalisateur. Et dans Rambo, on a un peu ce même effet, ce même état d'un homme qui est rejeté par son propre pays, par ses compatriotes. Oui, c'est un grand film. Franchement, quand je l'ai découvert, j'avais ces espèces de clichés en tête qui poursuivent Stallone. Peut-être à juste titre aussi, mais en tout cas, ce n'est vraiment pas le cas de ce premier, dont la photo aussi est magnifique. Oui. On a des duels, d'ailleurs, photo de Andrew Laszlo, et on a des duels et c'est pas seulement des rapports de force entre police et Rambo seul contre tous qui représentent une certaine tranche de la population, mais il y a aussi, d'un point de vue scénaristique et photographique, des concordances. Non, justement pas. Des jeux d'opposition, des contrastes. Voilà, des contrastes entre Rambo, on l'a dit, qui maîtrise le terrain, mais les policiers qui ont la géographie des lieux en tête, mais qui ne maîtrisent pas leur propre terrain. Ouais. On a aussi des jeux d'opposition entre le feu, la glace. Rambo, dans un univers où tous les policiers et les soldats sont emmitouflés dans des vestes. Il a l'air de faire super froid. Rambo, lui, il a juste une espèce de couverture qu'il a découpée et qui porte sur lui. Ouais, c'est vrai, le Marcel viendra après, pardon. Hein. C'est pas dans ce premier film. Et puis lui se trouve quand même en hauteur sur une montagne alors que les autres sont plus bas dans la vallée. Enfin, il y a ce jeu d'opposition qui est, je trouve, très subtil pour que finalement ils se retrouvent tous sur le même niveau, c'est-à-dire dans la ville, avec cette dernière scène dont vous parliez qui est magistrale, où là la parole se libère complètement, et puis où on arrive à nouveau à le capter en lui parlant des termes militaires, parce que là il est tellement dans sa bulle, dans son truc, que le seul qui arrive à le faire revenir, c'est c'est Trautmann, le colonel Trautmann, dont tu n'as pas encore parlé. Oui, pardon, qui était son mentor, en fait. Son mentor, et qu'il a également formé pour son seul ami, en fait. Ouais, mentor, il le dira plusieurs fois dans la saga, c'est mon seul ami, c'est la seule personne en qui il a confiance. Qui lui parlera en des termes avec les termes qu'il utilisait durant la guerre du Vietnam. Non, pour le comprendre. Ouais, pour lui dire reviens, t'es plus en guerre là, t'es dans un milieu civil. Et qui va libérer cette parole, justement. Il va se rendre compte qu'il a été trop long.
Ouais. En termes de mise en scène aussi, un dernier mot sur ce premier film et après on passe au deuxième, mais aussi en termes de mise en scène, j'ai été assez surpris quand même de voir la qualité de ce film, notamment dans le montage aussi avec tous ces flashbacks au moment où en fait Rambo pète un câble contre les flics et que là il y a tous ces flashbacks qui arrivent vraiment de manière hyper tendue et malsaine sur le Vietnam, et ensuite même dans la forêt, la manière qu'il a de filmer Rambo qui se cache puis ensuite qui va tomber sur un flic, etc. Enfin, je trouve le film se défend assez bien. En fait, on comprend très bien pourquoi c'est Ted Kotcheff qui a été choisi pour ce film. Et Ted Kotcheff, c'est peut-être le meilleur réalisateur qui a travaillé sur la saga. À mon avis, quand Ted Kotcheff a été engagé pour réaliser First Blood, les gens avaient vraiment en tête Wreck in Fright, le film qu'il a fait presque 10 ans auparavant, Réveil dans la terreur, qui est un film complètement halluciné, complètement sointant, complètement solaire, où on a un enseignant qui prend ses vacances d'été en Australie et qui commence à délirer en fait sous le coup du soleil et de la chaleur. Il se tape une insolation et c'est vraiment un voyage complètement délirant avec des flashs fiévreux d'un personnage qui commence à perdre pied avec la réalité. D'où ces images de délire. Voilà, dans ce que tu évoquais là, avec les flashbacks de Rambo au Vietnam, on sent vraiment la patte de Ted Kotcheff et tout son talent pour distiller cette espèce d'angoisse, cette torpeur qui ressurgit, qui est entre le rêve, le cauchemar et puis le délire d'insolation. Et là, il y a un vrai talent de metteur en scène, il y a vraiment une grande force pour faire passer cette tension-là. Maintenant, quand tu dis que ça va être les derniers mots sur le premier Rambo, on peut quand même pas parler du premier Rambo sans parler de la musique de Jerry Goldsmith, qui va devenir un des emblèmes de la saga, parce qu'il signe un thème qui est absolument magistral, qui est à la fois qui a des relents patriotiques, mais tout en étant extrêmement mélancolique. Donc c'est une de ses plus grandes bandes originales, et d'ailleurs il va travailler sur les 2 suites si je me trompe pas, et ça reste une de ses meilleures compositions. C'est juste, voilà pour Rambo 1 et ceux qui ont encore l'idée d'un Rambo qui tue à tour de bras, dans le premier film il tue quasi personne, il y a un mort mais qui est causé par Rambo, mais de manière accidentelle. Il est persécuté et il se défend. Voilà, exactement. Et c'était pas intentionnel. Mais tout comme Rocky, hein. On pense que c'est un film de boxe, or il n'y a que 10 minutes de boxe sur l'ensemble du premier film. C'est rien du tout. Ce qui ne sera pas le cas, donc, de Rambo 2, puisqu'on arrive en 1985. Le premier Rambo, First Blood, a donc cartonné au box-office, parce qu'avec un petit budget de 15 millions, il en a rapporté 125, ce qui est un petit succès, mais quand même un succès qui a donné une suite. Là, alors, on change de genre et de registre. Le film est réalisé par le grec George Pankosmatos. On est dans le film de guerre, bien bourrin, bien violent, assez revanchard aussi sur la guerre du Vietnam, puisque Rambo va y retourner. Le film est écrit par James Cameron. Tu dis trop de conneries. Attends. Le film est écrit par James Cameron à la base. Le scénario sera finalement repris un petit peu par Stallone, et puis il y aura pas mal de différends entre les deux hommes sur la vision du personnage et la vision du film. Mais là, dis-nous, pourquoi ce revirement justement de genre et puis de qualité aussi, Thomas? Disons que comparer Rambo 1 et Rambo 2, ça n'a presque pas de raison d'être, parce que les films sont effectivement extrêmement différents. Enfin, ça n'a pas de raison d'être, excuse-moi. Non, mais c'est-à-dire que oui, c'est un genre différent. On arrive, cette fois, on bascule vraiment dans le film de guerre, film post-Vietnam, où on va retourner sur les terres de la guerre, puisqu'en fait, l'histoire, c'est tout simplement 5 ans après le premier Rambo. Vous avez Rambo qui est dans une prison, dans un camp de prisonniers, il tape sur des cailloux, et Trotman arrive vers lui et lui dit si tu as envie de sortir de prison, j'ai une mission pour toi. Son mentor, donc. Son mentor dont on parlait tout à l'heure. On cherche un gars, est le seul capable d'assumer cette mission. On cherche un gars pour retourner au Vietnam et prendre des photos de camps vietnamiens dans lesquels on pense qu'il y a peut-être des prisonniers, mais on est pratiquement sûr que ces camps sont vides. Donc tu dois juste aller là-bas, prendre quelques clichés, tu rentres au bercail, comme ça c'est bon, on montre qu'on a bien rapatrié tous les soldats américains sur le sol national. Et grâce à ça, tu seras certainement gracié par le président. Et Rambo, ni une ni deux, il accepte. Alors, ni une ni deux, moi je suis pas d'accord, les gars. Non. Il réfléchit un moment et dit mais tu veux... Arrête, il réfléchit 5 secondes et il fait OK. Non, non, il dit tu veux vraiment rester en prison? Et il répond au moins en prison je sais où j'en suis et je sais, enfin dans le sens je sais qui je suis. J'appartiens à quelque chose. Et c'est encore une critique de l'effet qu'a eu la guerre du Vietnam sur des soldats qui ne peuvent pas se réinsérer dans la vie civile. Donc bien sûr, il accepte, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Mais il réfléchit et il dit quand même qu'en prison, il sait où il est.
Alors il y a ça, il y a surtout là où tu dis une immense connerie, Alexandre, c'est que le film n'est pas du tout militariste. C'est-à-dire qu'on a... il est revanchard. Mais il est revanchard à l'égard de qui ? Éventuellement des Vietnamiens, excuse-moi. Non, éventuellement des Russes. Ah bon. Éventuellement des Russes qui, au final, sont les grands méchants du film, dont on aurait pu se passer. C'est peut-être pour moi le seul défaut du film, ce fait de faire tomber comme ça les Russes au milieu du conflit, ça n'avait pas vraiment lieu d'être, on est d'accord, mais sinon à l'égard des Vietnamiens, le film n'est pas du tout revanchard. Attends, on a Rambo qui part là-bas avec son bazooka, sa kalachnikov. La seule chose, c'est que leur représentation n'a pas changé. C'est toujours un peu les grands méchants qui enferment, qui ont des prisonniers américains dans leur camp. Mais c'est tout. Mais à part ça, Rambo se sent souvent, dans plusieurs plans, plus proche des Vietnamiens qui sont à côté de lui que de ses supérieurs qui sont en train de le manipuler. Parce qu'en fait, c'est là où le film est extrêmement intéressant pour moi. C'est que, oui, Trautmann croit en cette mission et il engage Rambo pour aller prendre ses photos. Le fait est que quand Rambo il arrive sur le camp, enfin au camp, il se rend compte qu'il y a des prisonniers. Et au moment où les supérieurs de Rambo, Trautmann et surtout le bureaucrate qui chapeaute l'opération et qui n'est pas du tout habitué au terrain, il y a tout un jeu sur l'opposition entre Rambo, comme on en parlait tout à l'heure, qui est l'homme du terrain et qui est dans son élément dans la brousse, et justement ce bureaucrate qui lui a beaucoup trop chaud au Vietnam, exactement, et qui est tout le temps collé au ventilateur, qui demande à Coca-Cola, qui est quand même un symbole du capitalisme américain, le seul qui boit du Coca dans le film, c'est lui. Donc lui, c'est le bureaucrate qui est inadapté à ce terrain-là, et en fait, quand ce type va apprendre qu'il y a des prisonniers effectivement à sauver dans le camp, il dit annulez la mission. On annule tout, on se casse. Et vous laissez Rambo dans la merde. Je ne veux pas qu'on sache qu'il reste encore de nos hommes au Vietnam, parce qu'après, ça va être un scandale sur le territoire national. Non, puis surtout, il rajoute, si on paye pour ces hommes, on finance nos alliés et on va pas leur verser de l'argent pour des fantômes. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a tout un discours en fait sur la bureaucratie, sur la gestion de l'armée, et puis sur aussi le mensonge d'État qui veut petit à petit cacher le fait qu'il y a des prisonniers parce qu'il y a tout un intérêt politique et économique derrière. Et le film se termine quand même sur un dialogue dans lequel Rambo dit oui, j'aime mon pays, mais j'aimerais bien que mon pays m'aime autant que moi je l'aime. Donc le discours patriotique et ça t'a plu, ça? Bah non, mais au-delà du fait que ça me plaise, ça nuance quand même nettement la caricature qu'on a de Rambo généralement. C'est un film qui n'est pas militariste parce que l'armée américaine n'est pas représentée de manière très glorieuse dans le film. Au contraire, elle manipule ses hommes. Et surtout, c'est un film qui, cette fois, avant, on s'opposait à une autorité policière. Maintenant, on s'oppose carrément à une autorité militaire, donc nationale aussi. Et c'est un film qui est éminemment libertarien pour moi. C'est-à-dire que l'État est représenté comme l'ennemi. Pour Rambo. Il y a un élément qui est extrêmement symbolique, c'est qu'à la fin, il débarque dans les bureaux du type, comment il s'appelle déjà ? Murdoch, voilà. Et il tire sur quoi ? Il tire sur les bureaux et sur les ordinateurs pendant au moins 30 secondes. Donc en fait, la haine... mais là où tu vois un geste idiot et débile, mais bon, t'as grandi avec les guignols de l'info, on t'en veut pas. Non, mais elle est drôle, cette scène, arrête. Mais non, elle est pas drôle. Elle est pas du tout drôle. Mais tu vois, pour moi, t'as le même niveau en disant que c'est drôle que les types qui se moquent de la fin du premier parce que Rambo il pleure alors qu'il y a une force émotionnelle et comme le dit Charlotte, ouais, mais t'es aussi con que en tant que de la fin du 2. Comme le dit Charlotte. Respecte-moi, c'est mon émission, s'il te plaît, Thomas Gerber. Chacun ses goûts, c'est ça. Mais là où Charlotte a parfaitement raison, c'est que c'est un symbole extrêmement fort d'un Rambo qui en veut à la bureaucratie et à la technologie, qui méprise la valeur humaine sur le terrain, qui méprise les sacrifices et qui ne fonctionne justement qu'au symbole, qu'au politique, qu'au discours creux. Et pour aller même plus loin, je dirais même qu'on a cette vision de Rambo avec sa grosse mitrailleuse qui décharge toute sa haine, mais elle est finalement... Et qui bute un hélico avec un bazooka. Oui. Après avoir qu'il était mort. Laisse les gens dire des choses intelligentes. Fait, là où je trouve ce deuxième volet assez fin, et c'était le cas aussi dans le premier, c'est que les armes qu'utilise Rambo sont pas des armes à feu qu'on voit comme toutes ces images ont pu nous faire croire, c'est-à-dire des énormes armes. C'est un arc, c'est un couteau, c'est des choses très simples en fait qui tiennent dans une main. Et d'ailleurs, quand il saute de l'avion au début du film, il perd quoi ? Il perd les armes à feu et il garde le couteau et l'arc. Voilà, exactement. D'où cette vision, cette lecture en fait c'est symbolique, c'est un geste symbolique. Et juste pour faire un tout petit aparté, on parlait il y a très peu de temps d'Inglourious Basterds
et Florian avait parlé de cette façon dont les nazis se déchaînent sur les juifs se déchaînent sur les nazis, les juifs américains. C'est un peu du même ordre. On a vraiment un homme qui a une haine en lui, une rage, et il utilise les armes à feu pour se décharger. Ouais. Le problème, c'est que le film est quand même assez mal réalisé, il faut le dire. C'est quand même, l'action est parfois illisible. Et puis, il y a des moments quand même, franchement, qui frôlent le nanar. Le moment où, d'un seul coup, il se cache dans la boue alors que tu viens de le quitter. Il était dans une scène, il venait de taper quelqu'un avec un couteau, je sais plus. Le plan d'après, il est là caché dans la boue à sauter sur un autre. Le moment où il feinte sa mort, puis après, il prend son bazooka, il bute l'hélico. Enfin, on a quand même cette image du soldat américain tout-puissant qui va aller au Vietnam et puis qui est seul contre toute l'armée de Vietnamiens, parce que qui c'est qu'on filme, qui c'est qu'on met en avant, c'est le héros militaire américain. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté militariste parce qu'il y a la critique sur l'armée. Il n'y a rien d'américain sur lui, il ne porte pas de drapeau américain, il n'a pas de jaquette avec un écusson américain. Il y a pas, pour moi, je vois pas de symbolisme revanchard américain à l'égard des Vietnamiens. On est dans un contexte de guerre froide. Les Russes sont très caricaturaux et puis ils en prennent pour leur grade. Mais contre les Vietnamiens, je vois pas. Alors oui, c'est quand même un film hollywoodien. Ils font office de chair à canon. Ouais, sans déconner. Des petites flèches d'arc explosives qui font voler en lambeaux quelques petits Vietcong sur des ponts. Mais à part ça, le film, si tu analyses un peu le propos, plus que les images que tu as en tête, c'est pas un film militariste et patriotique américain. Je dirais que ça a plus il y a plus le sentiment qui se dégage de ce film est plus comme un sentiment post-Watergate, où tout d'un coup on se dit mais peut-être que notre gouvernement n'est pas complètement blanc dans cette guerre au Vietnam. Stallone ou en tout cas James Cameron ou je ne sais pas qui en est conscient, je pense vraiment, et on tente de questionner cette facette-là de l'Amérique. C'est on ne peut plus explicite, quoi. Ça, complètement. Et puis autre chose, ce parti pris de jeter Rambo dans la boue, de le faire comme ça, se confondre avec les éléments, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans les films de Schwarzenegger. Avec Predator, c'est exactement ça. Mais j'ai rien contre ça, j'ai de la manière dont c'est fait. Et non, mais parce que en fait, c'est ce qui est aussi présent dans Predator, c'est que plus le guerrier se rapproche de la nature et fait un avec la nature, plus il sera transparent face à l'ennemi. C'est toute là l'intelligence de ces scènes de combat, parce que justement je pense qu'il est conscient qu'il a aucune chance contre tous ces Vietcong, ces Vietnamiens, il a aucune chance s'il se montre, donc il est obligé de se cacher. Mais on a quand même dans le premier film, on a quand même un film avec des qualités cinématographiques indiscutables. Là on arrive quand même dans une réalisation type série B, parce et que moi je trouve qu'il y a un saut quand même, parce qu'on est dans la fétichisation du corps. Clairement, ici, dans le 2, il y a des plans serrés, des gros plans sur ses muscles, quand il se prépare, sur sa sueur. Alors, c'est mis en avant, c'est sûr, mais il faut en fait se séparer, parce que s'il y en a 3 ou 4 de ces plans-là. Donc, il faut éviter qu'elles imprègnent notre lecture, parce qu'il y a plus quand même dans ce deuxième volet. On va revenir sur le troisième. En fait, c'est des images qui sont devenues un peu, attention jeu de mots, le maître étalon de ce genre-là. Et on les trouve clichés parce que c'est aussi Rambo 2 qui initie un peu cette représentation-là du corps ultra viril et du militaire. Et c'est une représentation qu'on a aussi juste, si je me trompe pas, 1 année ou 2 années après, dans Aliens de James Cameron, où il va représenter des Marines aussi de cette manière-là. Donc je pense que c'est une représentation du corps et du militaire qu'on doit beaucoup à James Cameron, comme on retrouve aussi un espèce de triple climax à la fin du film, avec ces espèces de finaux en chaîne qui sont un peu la patte d'écriture de James Cameron. Le film sera donc un grand succès au box-office. C'est le plus grand succès de la saga, hein. Il a quand même rapporté 300 millions de dollars au box-office. Il en a coûté 42, ce qui fait de lui un gros succès de film d'action déjà des années 80 et le plus gros succès de cette saga. Suivra donc Rambo 3. Oui, pardon. Et juste avant de passer à Rambo 3, pour moi, Rambo 2 est certainement le meilleur film de la série Expendables. Ah, d'accord. Il le répète plusieurs fois dans le film. D'ailleurs, la femme dont il tombe amoureux dans le film le lui dit aussi, tu n'es pas expendable. Et en fait, il y a déjà toute cette réflexion sur les rejetons, les gars dont on peut se passer. Comme il le dit Rambo dans le film, c'est l'expendable, c'est le gars qui est invité à une fête, il vient pas, mais en fait tout le monde s'en fout, on le remarque même pas. C'est vrai. Et
il y a déjà ce propos-là dans ce film, et c'est pas étonnant qu'après, c'est une thématique qui reste dans la tête de Stallone jusqu'à faire les 3 films Expendables. Et justement, on va voir quelle est la thématique et puis quel est le genre de ce Rambo 3, et puis qu'est-ce qu'il fout là d'ailleurs, sorti en 1988 de Peter McDonald. Alors, suite de ce Rambo 2, on reste un peu dans le même acabit. Je parlais de réalisation digne d'une série B, on reste un petit peu dans ce style-là. Mais là, on frôle clairement plus le nanar. C'est-à-dire que là, on a un gros budget, on y va, on fait tout péter, et puis on n'en a plus rien à foutre du scénar, du propos, de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est juste, allez, c'est beauf, c'est con, mais on explose tout, et puis on va bien et puis on va bien se marrer. Et moi, Rambo 3 me fait bien marrer, Charlotte. Bon, t'exagères un peu. Non, déjà, pas du tout. Pour placer un peu historiquement les choses, de 1979 à 1989... je me suis dit, si tu remontes jusqu'à là-bas, on en a pour un moment. Non, c'est la guerre en Afghanistan qui oppose les Moudjahidines, soutenus par les États-Unis et des pays à majorité musulmane, au régime communiste afghan qui est soutenu par l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'est un petit rappel politique. Voilà, mais qui est important qui nous rappelle que les Russes ont toujours eu raison en matière de politique internationale, et que les Américains, eux, ont retourné leur veste environ 150 fois, parce que quand les Russes travaillaient avec Massoud, les Américains, ils finançaient qui ? Les talibans. Bon, mais on va pas faire de la politique. Non, mais ici. juste on pour le dire, Rambo 3 est un très bon... Ah, mais attends, ça va être ton tour. Rambo 3 est un très bon témoin de l'opportunisme américain en matière de politique internationale. Plus de Vietnam, welcome in Afghanistan. Charlotte. Oui, alors voilà, petit rappel historique. Don. En 88, c'est aussi... ouais, c'est ça. C'est aussi, bon, ça c'est pas très important, mais je vous le dis quand même. C'est George H.W. Bush qui devient président. Bush senior. Bush senior, premier changement Parce qu'avant, on était sous Reagan. aux États-Unis. Les deux premiers Rambo sont sous Reagan. Qui a beaucoup pris dans ses campagnes et dans ses discours l'exemple de Rambo d'ailleurs, aux grandes dames de Stallone. Voilà. Quand même. Bref, donc dans Rambo 3, on a John Rambo qui est en Thaïlande. Le film commence sur un combat de bâton. Je trouve très intéressant. Je me demande si c'est pas. Non, mais je me demande si c'est pas une petite citation à Rocky. Parce qu'on a cet homme qui se bat dans une espèce d'arène improvisée, certes en Thaïlande, les gens ont les yeux bridés, mais il y a un petit vieux avec un bonnet qui tourne autour de Stallone et qui a le bonnet retroussé juste au-dessus des oreilles comme Mickey, son entraîneur dans Rocky. Donc je me suis demandé si c'était pas une petite allusion, mais voilà, ceci... Et troublante ressemblance entre l'adversaire de Rambo et Aquaman. Ah. Wow. C'est peut-être son père. C'est parce que tu l'as revu très rare. Je l'ai revu aujourd'hui. Ouais, d'accord, voilà. Bref. Et donc, Rambo vit en Thaïlande et là, dans un temple bouddhiste. Et Troutman encore vient le chercher en lui disant qu'il y a des missiles américains qui doivent être livrés aux combattants moudjahidines. Il faudrait quelqu'un, il me semble que c'est ça. Moi, je l'ai pas revu aujourd'hui. Il nous faut le film. un homme fort. Voilà. Mais et c'est là, bon, déjà première déception du film. Comme t'enfonces les clichés, quoi. Mais bah attends, oui, bien sûr. Non, on est toujours en 8. On est en 88 aussi. Il a pas 75 ans. Ah oui, c'est vrai. Donc, bref. Et donc, il vient chercher Rambo. Première déception pour moi parce qu'il essaye de le motiver en lui disant « Tu n'as pas bouclé la boucle. Tu es une pierre qui a toujours existé. Nous l'avons juste polie. Tu resteras toujours un combattant hors norme de cette façon. » Et je trouve dommage parce que là, pour le coup, on perd vraiment le Rambo 1, le John Rambo du premier, qui était un homme beaucoup plus complexe avec des traumatismes de guerre. La guerre n'est pas son élément, justement. Son élément, c'est la nature, c'est la forêt, c'est pas... Enfin, c'est... Voilà. Et donc, Rambo dit non. Il n'y va pas jusqu'à ce qu'il apprenne qu'en fait, Troutman s'est fait kidnapper par les Russes. Parce qu'il lui donne une bonne raison d'y aller. Là. Et voilà, ça lui donne une bonne raison d'y aller. C'est la première fois dans la saga Rambo que Rambo se déplace, non plus pour son pays, mais pour un proche. Parce qu'en fait, quand Rambo refuse la mission dans un premier temps, Troutman dit bon, bah ok, c'est moi qui vais le faire. C'est ça. Et Troutman merde et il se fait kidnapper. Ouais, exactement. Et donc, Rambo se met en route pour l'Afghanistan, où il est amené jusqu'à un camp de résistants moudjahidines. Et puis, après,
s'ensuit une guerre assez violente. Enfin, les Russes viennent fusiller la population civile. C'est aussi le premier Rambo où on a autant de violence montrée sur des civils. Ça va être culminant dans le 4e. Mais plus que dans le 2. Dans le 2, c'est pas des civils. Ouais, c'est des militaires. Pardon. Il y a là une prostituée. Je veux bien que cette différenciation soit difficile pour quelqu'un qui a une vision aussi stéréotypée que toi de ces films, mais... Et ils ont même des armes dans la main dans le 2. Tais-toi, c'est ta Charlotte, voilà. Non, mais et donc du coup, beaucoup de morts civiles, de morts violentes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes. On a aussi une description de ce que font les Russes aux femmes enceintes, aux enfants, etc. Ce n'est pas la guerre de Rambo jusqu'à ce que cette fusillade ait lieu. Cette guerre deviendra la sienne. Une fois de plus, Rambo prend parti de défendre les victimes et les civils. Il s'en va donc au fort où est gardé Trautmann pour essayer de le libérer. Là, j'avoue, on tombe dans une destruction à main nue avec gros calibre, etc. Mais aussi des chevaux qui triomphent de tank, quoi. Oui. Cette présence de l'enfant, qui est à souligner dans ce 3e opus, qui... Oui. Et pardon, je te coupe juste sur un truc, mais on a oublié de parler de quelque chose sur le 2. De la femme dans le 2. Exactement. J'ai dit qu'il tombait amoureux. Ouais, alors tu l'as dit vite fait pour camoufler que c'était bien de la merde. Mais alors moi j'ai juste une question. Mais comment s'appelle-t-elle, cette femme ? Parce qu'elle n'a pas de nom. Non, mais il s'en fout, Thomas. Ouais. Mais par contre, donc on a eu le lien avec la femme, maintenant on a le lien avec l'enfant. Voilà, c'est ça. Mais encore que dans le premier, je dirais que c'est une relation de Rambo au flic. Enfin, on pose l'histoire. Dans le 2, il se positionne pas tellement comme sauveur. Cette femme, elle l'accompagne, mais à aucun moment il va devoir la sauver. Et elle est même son égale. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que c'est une combattante comme lui, qui est même censée l'aider lui au début. Exactement. Hautement féministe, Rambo 2. Bah, j'irai pas jusque-là, mais... Un exemple de féminisme 2.0, je suis d'accord. Non, Rocky, il est beaucoup plus, par contre, je pense. Non, Rocky, c'était un exemple. C'était une boutade, mais il n'empêche que la représentation de la femme dans Rambo 2 n'est pas du tout stéréotypée. Non, c'est vrai. À part qu'elle n'est pas écrite, mais c'est pas grave. Ouais, et puis on a deux présences, cette présence de la combattante et puis la prostituée. Oui, c'est pas une combattante qui ne sert vraiment à rien. Mais on s'égare, on revient sur le 3. Et puis dans le 3, on a cette présence de l'enfant dont il va être responsable de sa vie. Il va devoir le sauver parce que cet enfant a voulu le suivre sur le lieu dans la forteresse. Petit aparté, la femme par contre revient dans le 4e. Oui. On en reviendra. Mais... oui. Mais pas la même puisqu'elle meurt dans le 2e. Oui. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'allais le dire. Restez concentrés un peu. On a pour moi, je crois que c'est dans ce film-là qu'on a une réplique de Rambo où quelqu'un dit de Rambo il n'est pas Dieu ou je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, aurait pitié. Donc c'est vraiment... donc je dirais, en fait, on a tout d'un coup, alors que c'était en filigrane dans les 2 premiers, on a tout d'un coup une figure plutôt mythologique de Rambo qui là se met en place, où un espèce de demi-dieu qui est issu d'un fantasme collectif américain. Et voire plus, plus parce qu'il mène vraiment les armées de Moudjahidine comme a pu le faire le prophète, on l'imagine. Enfin, le prophète qui était aussi un maître de guerre, quand il mène cette armée d'hommes à cheval, on a carrément l'image du prophète Mahomet qui mène des hommes à la guerre. Et il y a toute la dimension spirituelle qui est bien plus développée entre grosses guillemets dans le film, puisque justement au début Rambo est chez des moines bouddhistes. Voilà. Et puis bien sûr la guerre du Vietnam qui est toujours présente parce que Trautmann, interrogé par le Russe, lui dit qu'il fait une grosse erreur, que c'est lui qui a commencé cette guerre, qu'il doit assumer, que ce peuple n'a jamais été vaincu. Sous-entendu, nous n'avons pas vaincu au Vietnam. Et puis il finit par dire nous avons déjà eu notre Vietnam. Donc on a une espèce de concordance entre cette guerre en Afghanistan qui oppose des Moudjahidines soutenus par les USA et puis les Russes. Cette opposition, on a aussi c'est toujours cette guerre du Vietnam qui est là, où on a tout d'un coup un Rambo qui est parmi les civils, donc victime des militaires, ce qu'il était avant.
Trotman qui d'ailleurs dit à un moment à son assaillant que les plans sont dans son cul. C'est quand même le festival à la saucisse ce Rambo 3 parce que Charlotte en parle très sérieusement mais il faut dire que c'est quand même un gros feu d'artifice de n'importe quoi à un moment donné. Là où elle a raison d'en parler sérieusement, c'est que c'est un film qui s'intègre dans un contexte politique tout à fait sérieux. Mais je suis tout à fait d'accord. Qui saisit ce contexte politique de manière tout à fait sérieuse et qui est le très bon témoin d'une époque en pleine guerre froide avec et qui nous rappelle que les Américains ont été les alliés des Afghans pendant de nombreuses années quand il s'agissait de combattre les Soviétiques. Ouais, mais après ça c'est parti pour le feu d'artifice de guerre avec quand même la calache à tout va. Là on la retrouve après, la grosse calache. On sent que c'est un film qui lorgne déjà du côté des années 90 et de leur mauvais goût typique. Là où pour moi on n'avait aucun dans les années 80. Là où pour moi Rambo 2 est éminemment un produit des années 80 et qui représente bien le bon goût des années 80 en matière de virilisme, là on bascule dans toute autre chose avec effectivement des répliques où c'est la fête à la saucisse comme tu le dis quand les plans sont dans ton cul. Et un tank qui défonce un hélico quoi s'il te plaît. Oui et puis la confrontation. Et puis Stallone Rambo qui triomphe d'une armée de tanks quasiment à lui tout seul. Exact. Et une lumière bleue qui fait du bleu. Oui. Mais et ses flèches explosives bordel. Mais bon ça on les a déjà. Oui je sais dans le 2 je sais. Mais oui, moi, c'est pas un film que. Enfin, c'est clairement, à mes yeux, le film le plus faible de la saga, avant que cette bouse intergalactique qu'est le 5 sorte sur nos écrans. Finalement, en fait, en ayant revu aujourd'hui même le 5, enfin, découvert le 5 et revu le 3 dans la foulée, je me suis dit que le 3, ça va. C'est pas si mal. Ouais, hein. Justement, parce qu'il apporte quand même une espèce de critique politique, sociale. Il y a toujours ce background politique, social, qui est un peu le fil rouge de la saga jusqu'au 4. Ouais. Le 3 donc, Rambo 3 qui aura mis une pause à la saga Rambo pendant un moment, qui n'est pas un échec au box-office, il rapporte quand même pratiquement 200 millions, mais ce qui est quand même nettement moins que son prédécesseur. Et c'est le dernier film où la musique est signée par Goldschmidt, et c'est le dernier film aussi dans lequel Richard Crenna incarne le rôle de Trotman. Et d'ailleurs la complicité entre Rambo et Trotman dans le film est pas mal. Oui, et puis fait penser aussi à la complicité entre Rocky et Mickey. Voilà. Ouais, mais là, on a clairement... parce que Mickey, il est déjà dépassé quand il commence à entraîner Rocky. Tandis que là, on a vraiment un élève qui dépasse le maître au sens propre du terme. Il vient le sauver. Et donc, on devra... Ah oui, encore une petite chose. Charlotte. Parlais de musique, en fait, je voulais rebondir là-dessus. Oui. On a aussi des raccords sonores que je trouve très intéressants dans ce film. Ah, d'accord. Non, mais c'est vrai, où on a tout d'un coup... on nous brouille en tant que spectateur. On a, par exemple, un chalumeau qui va emprunter le bruit d'un hélicoptère et ce bruit, justement, va se répercuter sur l'image suivante où on aura l'hélicoptère. Ce qu'on appelle un raccord son, Alexandre. Voilà. Oui, tout à fait, Thomas. Je vois ce que c'est, oui. Et puis, on retrouve certaines allusions, certaines citations aux deux avec le sauvetage par hélicoptère. Et puis, mais je trouve, cette tentative de créer quelque chose d'un peu artistique. Magnifique. Pas mal dans ce volet que je... dans Rambo 3. Non, mais c'est super. que je trouve également le plus faible. N'ayant pas vu le 5, je trouve que c'est quand même assez standard aussi, le 3, quand même. Mais bon. Mais ça reste pas... franchement, ça reste pas désagréable. Voilà, c'est pas désagréable à voir. Voilà. Contrairement au deuxième. Mais bon, on va passer au quatrième. On devra attendre 20 ans avant de revoir Rambo au cinéma. Un Stallone vieilli, un Stallone qui non seulement écrit le scénario, mais qui cette fois-ci réalise, comme il aura pu le faire avec les Rocky, plusieurs épisodes qu'il aura réalisés. Là, c'est le premier Rambo qui réalise en 2008. Rambo est en Thaïlande et puis il va devoir aider des missionnaires chrétiens américains venus sauver les Birmans de leur armée. Puis il y a là aussi un contexte politique de l'époque qui est épousé. Et alors là, on se retrouve devant le film le plus violent et démentiel de la saga en termes de mise en scène. C'est toi, Thomas, qui nous parle de John Rambo, sorti en 2008. Bon, je crois que ça sert à rien de repitcher le film parce que tu l'as fait. Donc on a ce Rambo. Et très bien d'ailleurs. Merci. Très bien. Merci. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître aussi tes rares fulgurances. Oui. Mais on a un Rambo qui s'est retiré, qui un peu à la manière d'un Clint Eastwood dans Impitoyable, ne veut plus entendre parler ni de son pays ni de ce qu'il faisait auparavant. Et en fait, il en a plus rien à foutre de tout. Il vend son venin de serpent à qui il veut bien et voilà, il vit tranquille en Thaïlande. Et vous avez ces missionnaires chrétiens complètement idéalistes et un peu idiots qui viennent faire de l'humanitaire, qui vont faire de l'humanitaire et distribuer des bibles en faisant de l'humanitaire. Ah, c'est des missionnaires, quoi. Voilà, c'est ça. L'humanitaire n'est pas gratuit et désintéressé pour un missionnaire, on le sait bien. Et donc, comme ils se retrouvent dans la merde, Rambo est obligé de les aider.
Moi, c'est un film, quand je suis allé le voir en salle en 2008, j'en attendais pas énormément. Je me demandais bien ce que ça allait donner, j'étais curieux, c'est clair, mais ça a été une des séances de cinéma les plus mémorables de toute ma vie, vraiment. Oh ouais, carrément. Et je pèse mes mots, parce que c'est ce genre de film où, à la première vision, je pensais plus pouvoir voir ça au cinéma, en fait. Je me suis dit, bordel de merde, c'est encore possible. Autant de violence. De proposer un film qui soit à la fois autant divertissant, à la fois autant intelligent, à la fois autant humain et autant violent. Mais vraiment, j'ai pris une claque, mais monumentale. Je suis sorti de la salle en rampant, quoi. Tellement que le film m'a mis KO. Tu aimes la saga et le personnage, c'est pour ça qu'on t'a invité. Hein. Non, mais, et pas qu'un peu. Mais John Rambo, pour moi, c'est vraiment le film inespéré qui m'a mis dans un état mais pas PLS. possible. C'est un peu, je pense que j'ai plus vécu ça depuis Mad Max Fury Road. Tu vois, c'est un peu c'est un peu de la même manière, d'une autre manière, puisque Mad Max Fury Road c'était le délire esthétique, etc. Mais où j'avais aussi l'impression de la jouissance au cinéma. Oui, exactement, de plus pouvoir voir ça sur un grand écran. Et là, en 2008, ça m'a vraiment mis en PLS. C'est un film que je trouve mais d'une intelligence remarquable dans le propos surtout. C'est-à-dire qu'on a vraiment un film où c'est un pamphlet humaniste où il y a des valeurs éminemment humanistes qui sont véhiculées par le personnage, qui donnent une leçon de vie aux petits pédants et idéalistes humanitaires chrétiens qui pensent aller faire régner la loi de la paix et du Christ et qui ont en fait aucune notion de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la guerre. Et au moment où cette guerre se réveille, on retrouve un John Rambo. La violence, en fait. Et la violence, c'est ça, la violence humaine. La guerre humaine, en soi, en fait. il n'y en a pas vraiment. C'est exactement. Presque un génocide, quoi. Ouais. Et on retrouve, quand la violence ressurgit, on retrouve un Rambo qui est dans son élément, qui n'a pas cherché cette violence, parce qu'à nouveau, là, c'est pas un personnage qui va provoquer le conflit, qui va provoquer l'explosion de violence, mais qui, une fois qu'elle apparaît, va être dans son élément, il va dire, voilà, vous avez voulu foutre les mains dans la merde, maintenant on y est, je vais vous montrer comment ça se passe. Allez voir, comment ça se passe quand vraiment vous allez mettre les mains dans la merde. Et il y a cette séquence sur le bateau où vous avez la missionnaire qui dit à Rambo, mais vous êtes qui, vous êtes qui, là, le petit guide qui nous mène, et il la chope au cou, et lui dit, who are you? Avec une voix, en disant, mais toi t'es qui? Toi t'es qui pour me donner des leçons d'humanité, des leçons de morale à 2 balles? T'es qui pour venir m'expliquer comment fonctionne la vie alors que t'as jamais mis les pieds dans la merde? Et moi je sais ce que c'est que la merde et je sais ce que c'est que l'homme et la violence. Et que l'horreur, parce que c'est le film, Charlotte, où on sombre vraiment dans la violence, à la fois la violence dans tout ce que ça exploite, dans tout ce que ça raconte, et la violence visuelle aussi, parce que là Stallone il s'en donne à cœur joie en termes de cinoche, quoi. Sans être complaisant. C'est vrai, sans être complaisant. Le film dans la commence violence. sur des images des images réelles, donc tu sais tout de suite où tu vas quand tu vois ces images-là. Il faut savoir aussi, je veux pas revenir là-dessus, mais que la guerre du Vietnam a été énormément médiatisée par rapport à ce conflit dont il est question ici, qui ne l'est absolument pas dans la fiction, dans la narration. Et il est, je dirais, c'est le premier Rambo qui s'inscrit au-delà du... dans le troisième, on avait la situation historique qui était réelle, avec ce combat en Afghanistan, cette guerre d'Afghanistan. Ici, on est on inscrit le film dans une réalité. Directement, en commençant le film sur des archives, sur des images réelles, on inscrit le film comme proposant une authenticité et une réalité dont, personnellement, je n'étais absolument pas préparée. Mais parce que personne n'en parlait pratiquement à l'époque. Voilà. En 2008, la Birmanie, Aung San Suu Kyi n'était pas encore élue présidente. Alors, on en parlait justement pour le cas de Aung San Suu Kyi qui était assignée à résidence, etc. On savait que les droits de l'homme, il déconnait un peu avec ça en Birmanie. Mais dans la fiction, comme tu l'as très bien dit, Charlotte, on en parlait quasiment pas. Et le film est énormément en avance sur son temps, en révélant, en fait, en s'inscrivant dans ce contexte-là. Surtout que le conflit, en fait, je me suis un petit peu renseignée, dure depuis 1948. Ouais. Donc il est extrêmement vieux, il est long, et encore plus long que la guerre du Vietnam, et il se termine véritablement en 2012. Donc c'est un conflit très long et puis extrêmement violent, peu médiatisé, donc ce qui permet aussi à des violences gratuites
hallucinante. C'est vrai que c'est un très bon film et très intelligent dans le contexte politique justement qu'il épouse, et puis qui rehausse en fait la saga après le à tous troisième. les niveaux. À tous les niveaux, parce qu'en termes de mise en scène, pour moi, c'est une leçon d'efficacité en termes de mise en scène et de représentation de la violence, qui est à la fois extrêmement graphique, extrêmement picturale, explicite, sans jamais être condescendante. Je trouve vraiment que une certaine presse française a mal compris le film à l'époque en disant que c'était l'éloge de la barbarie, etc. Mais c'est pas du tout ça. C'est que simplement, pour condamner la violence humaine, il faut montrer ce que c'est que la violence humaine. Ouais. Et John Rambo, Stallone avec John Rambo, le fait de manière frontale, en nous confrontant, un peu comme l'a fait Mel Gibson avec Tu ne tueras point, mais là où Mel Gibson était un peu moins fin et intelligent en adoptant un propos extrêmement chrétien et christique, une représentation christique dans son film. Là, John Rambo est beaucoup plus subtil à mes yeux. Par contre, c'est vrai que tu vas fort. Leçon de mise en scène et aussi leçon d'humanité pour moi. C'est une profondeur émotionnelle. Puis on nous met dans cette position. Avant que tu coupes, on nous met dans Je vais pas couper du tout, Charlotte. On nous met dans cette position de, quand tu disais, je trouve ça très juste que pour savoir ce qu'est la violence, il faut nous la montrer. On nous met dans la peau de en fait même pas de John Rambo qui lui sait très bien ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, c'est un personnage qui a toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Il anticipe tout ce que les opposants vont faire. Là, il sait très bien où il met les pieds. Par contre, les mercenaires que le pasteur locaux envoie pour libérer, à la base, pas forcément avec John Rambo qui est censé juste les guider, pour libérer ce groupe de missionnaires, ne savent pas du tout où ils mettent les pieds. Et du coup, nous, on est avec eux. Et ils croient être tout puissants. Et voilà, c'est ça. Ils croient aller chez les Zoulous, en fait. Se battre contre des gens avec des sarbacanes. Et puis, d'ailleurs, ils se cachent dans un village qui a été complètement détruit, donc là où se trouvait le... Oh, mais Alex. Là où se trouvait... Et voilà, Thomas me fait rire, voilà. Les missionnaires. Et la première phrase qu'il dit, c'est « Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» C'est une violence qu'eux-mêmes n'ont jamais vue. Oui, c'est vrai. Par contre, je vais tempérer un petit peu ça, parce que Thomas, chef-d'œuvre... Le seul bémol que je vais accepter, c'est le sang numérique. Oh bah non. Non, alors moi, c'est pas là. Mais non, même, je confie une immense connerie. Le sang numérique, c'est dans Expandables. Dans John Rambo, c'est encore des bonnes vieilles capotes avec du gros sang qui tâche, quoi. Non, je dis une grosse connerie. Il n'y a même pas de sang numérique dans John Rambo. Le son absolu. Il y a un peu de sang qui gicle sur la caméra. Oui, à quelques reprises. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, le c'est petit pour nous salir que en tant que spectateur. C'est que j'ai connu Stallone un peu plus fin dans son écriture de dialogue et dans sa mise en place. Il a jamais parlé, Rambo. Non mais attends, arrête. Au tout début du film, franchement, Rambo, c'est pas Rocky qui blablate. Non mais on accumule les clichés. Tu as comparé tout à l'heure Rambo et Rocky. Oui. Rocky, c'est un personnage qui est gauche, qui est gauche socialement, qui est gauche verbalement aussi. Mais Rambo, il ferme sa gueule. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un personnage mutique. C'est pour ça que tout le problème, c'est pour moi le début du film et la mise en place du film, qui est quand même assez petite assez précision pour les auditeurs. Alexandre Caporal a vu la director's cut de John Rambo, c'est vrai, qui n'est pas la version à voir de John Rambo et qui est une version éminemment différente de celle qui m'a mis une immense claque en salle en 2008, qui dure 10 minutes de moins. Non mais on s'en fout du temps. Ce qu'il y a, c'est que le montage change complètement l'approche et le propos. Différent. Et la place qui est accordée aux missionnaires et la sympathie de John Rambo pour les missionnaires dans la director's cut est beaucoup plus grande que dans la version salle. Donc le film qui est sorti en salle est beaucoup plus brutal. Alors, j'aurais peut-être préféré celui-là, effectivement. Ça fait 2 semaines que je te le dis. Mais... Oui, mais bon, je vais attendre un petit peu avant de me refaire. Vu la version en salle ou la version director's cut? La version la vraie, salle. Quoi. La vraie, celle qu'il faut voir. Voilà. Celle que les studios ont montée par... Exactement. Ouais. Mais que Stallone n'a pas renié du tout. Non, il a sorti une director's cut après, mais sans renier le... Avant que j'oublie, c'est également dans le 4e que cette partie dont vous parlez dans le premier, quand John Rambo, qui initialement dans le livre se suicide, c'est une partie qui a existé, qui a été filmée, qui a été refusée par Rambo, mais qui existe dans le 4e. Par Stallone. J'ai dit quoi? Par Rambo. Ouais, bah voilà. Par Stallone. Comme quoi, ces personnages lui collent bien à la peau. Oui, mais il le cherche. Oui. Qui existe dans le 4e et qui est utilisé dans le flashback, qui est d'ailleurs une partie que j'ai moyennement appréciée, je trouvais ça un peu grossier. Dans le 4e, quand Rambo réfléchit à savoir s'il doit se déplacer ou non, etc., il est dans un espèce de rêve éveillé. Et de doute existentiel. Mais par contre, là où c'est bien, c'est qu'il intègre ces images
inédite du Rambo qui se suicide et qui du coup ne tombe pas un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues sinon, donc c'est pas très intéressant. Donc voilà, moi le seul reproche c'est que j'ai connu Stallone un peu plus inspiré dans ses dialogues et dans son écriture de scénario. Je comprends vraiment pas ce reproche parce que j'y trouve vraiment en substance dans ces dialogues toujours quelque chose de pertinent. Toujours. D'accord. Sur la vision de l'homme que ça représente, sur la perte des idéaux, sur le réalisme en fait de la vision de Rambo, du monde et de l'homme, je trouve ça extrêmement pertinent et c'est rare au cinéma de voir un film qui nous confronte à ce point-là à du politiquement incorrect. Ah oui, à du politiquement incorrect, ouais. Que, et ça nous caresse pas dans le sens du poil, quoi. Ah non. Ça nous met vraiment le nez dans notre merde. Ça nous Puis laisse là, aucune chance. On a encore, alors oui, le nombre de victimes, je crois il est de 240 corps. C'est une boucherie. Hein. Ouais, c'est une boucherie. Mais de nouveau, on a cet aspect cette haine et cette rage, etc., qui est mise, qui est filmé, qui est montré. Et c'est également dans les regards que beaucoup de choses se passent dans ce Rambo. Les phrases, elles sont très courtes. Et tu vois qu'il tue jamais. Ne rentre pas chez toi, mais c'est parce que c'est sa prestance, son attitude qui fait énormément en fait. Et dans son regard et puis dans les cris qui poussent, tu vois très bien que jamais il tue de bon cœur. Enfin, il tue pas pour s'éclater, quoi. Non. Il est à bout. Non, puis là c'est. Ce qui n'empêche pas que nous on s'éclate quand même. C'est un combat peu médiatisé, ouais, mais moi, franchement, elle m'a mis mal. Cette oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord. En fait, il symbolise, je pense, que ce que tout un chacun souhaiterait, c'est-à-dire que les guerres inutiles se terminent. Là, on est en 2008, c'est le début où c'est la guerre en Irak pour les États-Unis. Et la guerre des drones, quoi. 2003-2011, la guerre d'Irak. Et puis après l'attentat du 11 septembre, donc c'est ces guerres soi-disant contre le terrorisme et les guerres propres. Ouais, c'est ça. Et là, il nous montre que la guerre c'est pas propre. Que ça charcle. Voilà. Et puis c'est cette vérité qu'on se prend en pleine figure, quoi. Enfin et puis là encore, il se pose en semi-dieu quand même. Il a cette espèce de vision, on a cette espèce de plan là où il est au-dessus un peu de tout le monde. À contre-jour. À contre-jour, voilà, en amorce. Je sens votre amour pour Stallone et Rambo là. Et le final aurait été la conclusion parfaite à la saga, c'est vrai. Parce qu'il rentre chez lui, c'est tout. ce qui répond à la chanson thème de Jerry Goldsmith, Along chanté par Dan Hill. Exactement. Un long chemin pour rentrer à la maison, en gros. It's a long road. Voilà. Une longue route, mais pour rentrer à la maison, on peut le comprendre comme ça à la fin du 4, et ça aurait été la conclusion idéale, parfaite. Et quand j'ai appris que finalement le 5 allait se faire, je me suis dit, quand même, ça doit pas être n'importe quoi si Stallone accepte de ne pas terminer sur la fin ultime et idéale de John Rambo. Ça, on va en reparler ensemble, Thomas. On a fait le tour, je crois, de cette saga Rambo, en tout cas les 4 premiers épisodes. Il fallait bien 1 heure. Je pense. On arrive à 1 heure, là, quasiment, les amis. Il fallait bien 1 heure pour parler de Rambo, cette saga culte du cinéma d'action et de Sylvester Stallone. Et voilà, juste pour boucler la boucle. Forcément, parce que il fallait que tu rajoutes ton petit grain de sel. Il me semble qu'on n'a pas assez insisté Garber là-dessus. Comme on a quand même beaucoup souligné la posture de Rambo en opposition à une certaine forme de politique américaine dans presque tous les épisodes, à part le 3. Dans le 4, on retrouve ça. Comme tu le disais, Charlotte, on est à l'époque post-11 septembre, la guerre du bien contre l'axe du mal et l'évangélisation de George Bush. C'est pas pour rien que Stallone décide de placer des évangéliques dans le film et de leur montrer qu'ils n'y connaissent rien à la réalité du monde. Donc il y a aussi là une forme de critique, ou en tout cas de prise de position critique à l'égard d'un moralisme typiquement américain de police du monde et de moralisation chrétienne et évangélique. C'est bon ? Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce qu'on a fait le tour sur Rambo ? Oui, c'est bon ? Parfait. Merci beaucoup les amis, merci Charlotte Klinke, merci Thomas Gerber d'avoir participé. Merci à toi. Cette émission, un grand merci. À ce flashback, consacré à cette saga Rambo. Vivement la suite des Rocky, la suite des Rambo, vivement que Stallone nous continue au cinéma. Vivement qu'il nous refasse un bon film. Qu'il nous refasse un bon film surtout. On aura l'occasion de parler donc de ce Rambo 5 qui est actuellement
actuellement en salle, dont on va reparler donc lundi 30 octobre. Notez la date, c'est le jour où l'épisode sortira avec toi Thomas donc. Et puis on retrouvera notre ami Thibaut. Charlotte, Thomas, on vous retrouve très bientôt. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés sur ce flashback. Dites-nous ce que vous pensez de ce nouveau format du Saloon, s'il vous plaît ou non, où l'on revient sur une saga culte du cinéma. Et puis bien entendu, dites-nous ce que vous pensez des Rambo. On est sûr que vous les avez vus, le 1, le 2, le 3, le 4. Dites-nous lequel vous préférez. Et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur toutes vos plateformes de streaming préférées pour d'autres épisodes du Saloon. On vous dit à un prochain débat ou à une prochaine émission. À très bientôt. Salut!